Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le 6e chapitre du programme de terminale spécialité en physique-chimie. Et donc ici on va parler des transformations nucléaires. Alors on va faire quelques rappels premièrement sur ces transformations nucléaires. Et donc la première, ça va être parler de la radioactivité. Alors, on en avait déjà parlé en seconde et en premier enseignement scientifique. Donc, qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Eh bien, la radioactivité, c'est tout simplement un phénomène au cours duquel, certains noyaux vont se transformer. Les noyaux des atomes, certains sont stables, d'autres sont instables. Eh bien, ceux qui sont instables vont se désintégrer, vont se transformer, en émettant juste ce que l'on appelle, un rayonnement. Alors on va commencer par noter ça. Donc la radioactivité est un phénomène physique par lequel des noyaux instables se transforment en émettant divers rayonnements. Alors qu'est-ce que sont ces rayonnements? Eh bien ça peut être deux choses. Soit ce sont des particules matérielles, alors comme on va le voir un petit peu plus tard, c'est-à-dire des électrons ou des noyaux d'atomes, des choses comme ça, ou alors même des choses immatérielles, par exemple des photons, c'est-à-dire de la lumière qui est très énergétique. Alors, deuxième chose aussi, donc, la radioactivité, alors là je vais juste vous lire, est un phénomène naturel, ça veut dire que ça vient de la nature, aléatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est strictement impossible de prévoir la date à laquelle ça va se produire, spontané, c'est-à-dire que ça arrive comme ça dépend de rien du tout, et inéluctable, ça veut dire inévitable, c'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire. Donc c'est quelque chose qui est là, et sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, et qui existe naturellement. Alors bien sûr, lui, l'homme a réussi à créer des noyaux qui sont radioactifs, c'est ce qu'on appellera la radioactivité artificielle, mais en tout cas ça reste de toute façon le même phénomène, sauf qu'il y en a un qui est naturel, l'autre qui est artificiel. Alors deuxième rappel ici, c'est la notation symbolique d'un noyau. Ça j'espère que vous maîtrisez, on va quand même le revoir très rapidement. Donc c'est la notation ici AZX qui elle va nous permettre de comprendre quelle est la composition d'un noyau. Alors déjà premièrement qu'est-ce que c'est que le X? C'est le symbole de l'élément, carbone c'est pour carbone, etc., etc., Cl pour chlore, etc. Le A qui se trouve ici, c'est le nombre de masse, qui va tenir compte justement de tout ce que vous avez dans votre noyau, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nucléons. Le mot nucléon vient du mot nucléus qui veut dire noyau, et donc dans le noyau on trouve des protons et des neutrons. Et puis le Z, ça c'est ce qu'on va appeler le numéro atomique, c'est le numéro de votre atome, celui-là va correspondre au nombre de protons. Il y a un nombre qui n'est pas donné ici, c'est le nombre n, c'est le nombre de neutrons, et donc lui, comment est-ce que je fais pour le connaître? En fait, si le nombre de masse, c'est le nombre de protons plus de neutrons, si je connais le nombre de protons, je vais faire n égale, donc A moins Z. Dernier rappel, c'est la notion de noyau isotope. Alors qu'est-ce qu'on appelle des noyaux qui sont isotopes? Ce sont des noyaux qui vont posséder le même nombre de protons, par contre qui vont avoir un nombre de neutrons différent. Donc deux noyaux sont isotopes s'ils possèdent le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Alors petit exemple, donner la notation symbolique des isotopes de l'hydrogène. Alors je vous ai représenté ici les différents noyaux. Alors le premier, c'est un seul proton, donc comme le premier c'est l'hydrogène, donc évidemment son symbole c'est H. Je n'ai qu'un seul proton, je vais mettre ici un 1 en bas à gauche, et comme j'ai pas d'autres neutrons, je n'ai qu'un seul nucléon, donc je vais marquer ici. Le deuxième, c'est toujours un seul proton, donc j'ai marqué un H, et donc ça ne change pas, puisque forcément les isotopes ont le même nombre de protons, donc ici. Par contre j'ai un neutron en plus, donc ici je vais marquer 2. Ce noyau, il a un nom, c'est ce que l'on va appeler du deutérium. Donc deutérium. Voilà. Il a un nom. Le deuxième aussi, il a un nom, cette fois-ci, c'est toujours de l'hydrogène, puisque ce sont les isotopes d'hydrogène, donc c'est un ici. J'ai un neutron en plus, donc j'ai marqué ici un 3. Ce nom-là, il a un nom, c'est ce qu'on appelle du tritium. Certains disent tritium, mais moi je dirais tritium. Alors, donc, on va procéder à une activité. Alors, vous devez faire d'abord, avant de regarder ce que je vais faire ici, l'activité 1 page 113, et puis une fois que vous l'avez faite, vous pouvez revenir ici sur la vidéo. Alors, dans cette activité, on parle d'un diagramme qui s'appelle un diagramme NZ, ou ce qu'on appelle aussi le diagramme de Segré. Alors, N, c'est pour le nombre de neutrons, et Z, c'est pour le nombre de protons. Alors, on sait que nous, le noyau de l'atome est le siège de plusieurs interactions qui assurent la cohésion des particules qui le constituent. Sous l'action de ces interactions, on va avoir certains noyaux qui vont être stables et d'autres qui vont être instables.
Donc on va marquer ici, donc certains noyaux sont stables et d'autres ne le sont pas. Et donc on a réussi comme ça à identifier à peu près 2000 noyaux d'atomes et seulement 279 sont stables. Et donc dans un diagramme NZ, eh bien on va référencer l'ensemble des noyaux connus. Alors N pourquoi? Eh bien N pour avoir en axe des abscisses le nombre de neutrons, et ici en ordonnée ça va être le nombre de protons. Alors si vous n'avez pas vu l'année dernière une vidéo qui s'appelle la vallée de la stabilité qui se trouve sur le site du CEA sur internet, eh bien je vous invite vivement à la regarder, ça vous explique comment est-ce qu'on a fait pour fabriquer ce diagramme NZ. Donc chaque case ici, chaque petit carré va représenter un noyau d'atomes connu. Donc les noyaux qui sont stables, on les a notés en noir. Ceux qui vont se désintégrer par ce qu'on appelle une désintégration bêta-, sont en dessous de ces noyaux stables. Ceux qui vont se désintégrer par désintégration bêta+, ça va être au-dessus ici en vert. Et puis ce qu'on appelle la désintégration alpha, c'est ce qui se trouve ici en jaune. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Si on trace la droite, donc Z égale N, donc ça va être la bisectrice de votre repère qui va se trouver ici, au départ, tous les atomes vont à peu près avoir le même nombre de protons et de neutrons. Et en fait, plus on a des noyaux qui sont lourds, et donc plus on va être obligé d'avoir un nombre de neutrons important par rapport à votre nombre de protons. Alors ce que vous devez savoir ici, c'est tout simplement, si on vous donne un diagramme NZ, ce qu'il faut savoir, c'est retrouver les isotopes d'un même élément chimique. Par exemple, sur le carbone, forcément, comme on a le même nombre de protons, ça veut dire que sur une ligne horizontale, vous allez trouver tous les isotopes de l'élément carbone. Par exemple, le carbone 11, le carbone 12, 13, 14 et 15. Alors, deux choses à noter. Donc si je me situe en dessous de Z égale 20, tous les noyaux vont être sur cette droite égale Z égale N. Par contre, si je suis supérieur à 20, tous les noyaux stables vont se retrouver en dessous. Ça veut dire que forcément, on va avoir un excédent de protons. Donc pour Z égale 20, l'ensemble des noyaux stables se situe en dessous de la droite Z égale N, dans la vallée de la stabilité, c'est-à-dire tous les points noirs que vous avez ici. Et par contre, il n'existe aucun noyau stable pour Z égale supérieur à 83. Alors, dernier résumé de l'activité. Dans cette activité, on vous explique aussi quels sont les trois types de désintégration radioactive qui existent. Donc la première, on va émettre ce qu'on appelle un électron. Et donc ce symbole de l'électron, le symbole de l'électron, on le connaît puisque c'est le symbole E minuscule, et puis je vais garder la notation AZX. Alors ici j'ai 0 neutron, donc j'ai marqué ici 0. Par contre, comme un électron est chargé négativement, je vais marquer -1 ici. Alors ce type de radioactivité, comme je vais émettre un électron qui est chargé négativement, on va l'appeler β-. La deuxième possibilité, c'est d'émettre ce qu'on appelle un positon ou un positron. Et donc, c'est l'antiparticule de l'électron. Alors, ça reste quand même un électron, donc je vais laisser un petit E. J'ai toujours 0 neutron. Par contre, ici, comme la charge ici est positive, je vais marquer ici E. Et là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler la radioactivité β+. Et dernière possibilité d'émettre des particules, c'est émettre carrément un noyau d'hélium. Alors le noyau d'hélium, c'est quoi? C'est le deuxième atome dans le tableau périodique, son symbole c'est He. Il possède donc 2 protons et 4 nucléons, donc c'est 2He4. Voilà. Et donc ça, ce type de radioactivité, c'est la radioactivité qu'on appelle alpha. Alors, vous avez dû voir l'année dernière en enseignement scientifique que, dans une réaction nucléaire, vous avez conservation, non pas évidemment des noyaux, enfin, des éléments, puisque évidemment vous transformez les éléments, mais vous avez quand même conservation de deux choses. Vous avez ce qu'on appelle conservation du nombre de masse, c'est-à-dire le numéro qui se trouve ici en haut à gauche, et aussi le nombre de charges, entre guillemets, c'est le nombre ici que vous avez en bas à gauche. Donc une réaction nucléaire de désintégration radioactive est modélisée par une équation qui respecte ce qu'on appelle les lois de Soddy, donc c'est-à-dire la loi de conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Alors si je pars d'un atome, ou plutôt d'un noyau d'atome, donc je vais partir de ma notation symbolique, le X, le Z et le A. Et donc cet atome, s'il se désintègre suivant une désintégration β-, je sais qu'il va émettre un électron. Donc le symbole de l'électron c'est E, -1, 0. Et donc maintenant, je vais obtenir un autre noyau d'atome. Alors je vais le symboliser par exemple par la lettre Y. Et donc forcément ici j'aurai le même nombre
de masse, puisque ça va vous donner, vous allez avoir donc 0 plus A va vous donner A ici. Et par contre ici, je dois forcément rajouter 1 pour pouvoir avoir la conservation de la charge électrique. Donc c'est Z plus 1 ici. Donc on voit bien qu'ici on a conservation du nombre de masses, puisque j'ai A qui est égal à 0 plus A, ça vous donne bien A, et Z qui est égal à moins 1 plus Z plus 1, ce qui vous donne aussi eh bien, la conservation de la charge. Alors même chose pour la désintégration bêta plus, donc je vais partir d'un autre atome, bon je vais l'appeler toujours X, et donc là cette fois-ci je vais émettre eh bien, un positon, c'est-à-dire E, 1, 0. Alors maintenant, si je veux savoir quel est le noyau que je vais obtenir, eh bien ici ça restera toujours A, ici ça par contre ça va être Z moins 1, et puis je vais donc obtenir ce nouveau noyau. Alors pour information, donc au point de vue du vocabulaire, donc les noyaux qui sont au départ, c'est ce qu'on appelle eh bien les noyaux pairs, et puis les noyaux qu'on obtient à la fin, c'est ce qu'on appelle les noyaux fils. Alors pour la désintégration alpha, eh bien encore une fois, je vais partir de ce noyau-là, A, Z, X, et puis je vais donc émettre une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium 2, 4. Alors, quel va être le noyau fils que je vais obtenir? Eh bien ici, je vais forcément avoir A moins 4, pour pouvoir avoir conservation du nombre de masses, puisque A c'est bien égal à 4 plus A moins 4, ça va s'annuler, et donc ici, Z moins, eh bien, 2. Alors ce que vous devez savoir faire vous, c'est connaître la conservation donc du nombre de charges et du nombre de masses. Donc en gros, tous les chiffres qui sont en haut ici vont devoir, ce qui est à gauche va être égal à ce qui est à droite, et même chose pour les chiffres qui sont en bas ici. Alors on a un dernier type de radioactivité. Alors, je vous avais dit donc que la radioactivité, on pouvait émettre des particules, c'est le cas ici, on émet ici des particules, et bien on peut aussi émettre un rayonnement. Et donc ce rayonnement qu'on émet, eh bien c'est tout simplement de la lumière, ce sont des photons qu'on va émettre, et ça c'est ce qu'on va appeler la radioactivité gamma. Alors on vous note donc lors d'une désintégration radioactive de type alpha, bêta ou bêta plus ou bêta moins, le noyau fils Y peut se retrouver dans un état fondamental ou bien dans un état excité. Alors s'il est dans un état excité, c'est-à-dire qu'il va posséder juste, c'est le même noyau, mais il va posséder en fait une énergie plus importante. On va le noter Y puisque c'est mon noyau fils, mais je vais rajouter ici une petite étoile pour dire qu'il est dans un état excité. Donc ça veut dire qu'il a un excès d'énergie. Il va essayer de perdre cette énergie en émettant un photon. Donc on vous dit ensuite, donc le noyau fils excité va alors retourner à son état fondamental. C'est ce qu'on va appeler donc la désexcitation. Et il va émettre eh bien, ce qu'on appelle un rayonnement. Alors c'est un rayonnement de type gamma. Si vous vous souvenez de votre spectre de la lumière, vous avez parmi les photons les plus énergétiques, bon, vous avez les photons violets, puis après vous avez les ultraviolets, les rayons X, et puis après vous avez les rayons gamma. C'est de ce type-là, c'est-à-dire c'est un rayonnement qui est très énergétique, donc de très courte longueur d'onde, donc de très haute fréquence et donc de très haute énergie, donc très pénétrant et très dangereux. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour noter cette désexcitation gamma? Alors ici c'est un gamma, c'est la même chose que ici. Eh bien je vais partir de mon noyau pair Y qui va être excité, et puis ce qui va se passer c'est qu'il va se mettre sous sa forme Y sans être excité, plus eh bien un rayon gamma ici. Alors je l'ai pas noté, mais on pourrait, je vais le faire d'une autre couleur, vous le notez pas forcément, mais juste pour comprendre, ici c'est le Z, ici c'est le A, donc ça sera toujours le même noyau, ça sera donc A et Z, et je vais émettre un rayonnement gamma qui ne change rien, puisque en fait ici c'est 0, 0. Un rayonnement gamma c'est de la lumière, ça n'a pas de masse, donc il n'y a pas de protons ni de neutrons à l'intérieur. Alors, quel que soit le type de radioactivité, que ce soit bêta, alpha ou gamma, tous ces rayonnements bien, sont tous très 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 dangereux, et donc il va falloir se protéger face à ces rayonnements. Alors, ceux qui sont très très énergétiques, alors les rayonnements alpha, c'est un noyau d'hélium. Alors ça s'arrête assez facilement, rien qu'avec une feuille de papier, eh bien ça peut s'arrêter très facilement. Sauf que, eh bien, si vous n'êtes pas protégé, par contre, un rayonnement alpha, lui, est potentiellement excessivement dangereux et va détruire vos noyaux d'atomes, vos cellules, très rapidement. Mais on sait assez facilement s'en protéger parce qu'une feuille de papier suffit à arrêter ces noyaux. Le deuxième, la radioactivité
quantité bêta, qui soit plus ou moins, de toute façon, là, pour s'en protéger, eh bien, il faudra juste une petite feuille d'aluminium, ça suffit à les arrêter. Par contre, ils sont aussi, évidemment, très dangereux. Par contre, le rayonnement gamma, lui, vous avez beau mettre ce que vous voulez devant vous, ça va traverser. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se protéger? Eh bien, il faut soit une forte épaisseur de plomb ou de béton, pour pouvoir éviter donc d'être soumis à ce rayonnement. Alors il y a aussi dans les transformations nucléaires des fois l'émission de neutrons, comme dans les centrales nucléaires. Alors c'est la même chose ici, il faut une forte épaisseur de plomb ou de béton pour se protéger. Alors quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes quand même soumis à une certaine dose entre guillemets de radioactivité, puisque on vous a dit que c'était un phénomène naturel. Alors d'où vient cette dose de radioactivité? Premièrement, elle va venir du rayonnement tellurique, c'est-à-dire de la Terre. La Terre elle-même est un objet radioactif qui va émettre une certaine quantité de radioactivité. Le radon, alors le radon c'est un gaz qui est émis justement plutôt qui est produit continuellement par la Terre et qui va se répandre dans l'atmosphère et qui est responsable de la majeure partie de la dose de la radioactivité que vous allez subir. Et puis vous avez aussi vous par exemple l'eau et les aliments que vous allez manger, certains sont radioactifs, par exemple la banane. La banane est un élément, c'est un fruit qui est le plus radioactif qu'on peut manger. Alors je vous rassure tout de suite, évidemment vous pouvez continuer à manger des bananes, tout simplement parce que votre corps lui est habitué. Il est habitué tout simplement à avoir une certaine quantité de radioactivité et il sait le gérer. C'est quand il y a une trop forte dose qu'il ne sera pas géré et qui pourra entraîner des problèmes, genre des cancers, des choses comme ça. Vous avez aussi le rayonnement cosmique, et puis, la plupart du rayonnement que vous allez recevoir, c'est dans le domaine médical. Par exemple, si vous allez faire une radio, ou vous avez besoin de faire un certain type d'examen qu'on verra à la fin, vous allez avoir une certaine quantité de radioactivité. Et donc le problème n'est pas de subir un rayonnement radioactif, le problème est d'avoir une dose trop importante. Et donc pour quantifier cette quantité de radioactivité que l'on va recevoir, on a une unité. Cette unité, c'est ce qu'on appelle le sievert. Et donc ce sievert, permet d'évaluer l'impact qu'avoir un rayonnement sur le corps humain. Comme le sievert, c'est une unité assez forte, on va plutôt utiliser le millisievert, donc MSV, pour pouvoir tenir compte justement de la quantité d'énergie qu'on va recevoir par seconde. Donc ici, vous voyez que toutes les doses que je vous ai données ici sont données en millisievert par an. Donc si on fait la somme de toute la quantité de radioactivité que vous avez subie par an, on peut aller à peu près jusqu'à 4 millisieverts sans avoir ici 4,5 millisieverts par an, sans avoir trop de problèmes particuliers. Alors même si on fait pas de radio, des choses comme ça, on va quand même recevoir une certaine quantité de radioactivité. Le but ici, c'est évidemment d'en avoir le moins pour être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous dis à bientôt et au revoir.